Bonjour à tous. Grand B, de nouvelles élites au sommet de la société. Les anciennes élites sont la noblesse, évidemment. Les nouvelles élites sont surtout la haute bourgeoisie et les classes moyennes, qui sont, pour les deux cas, des classes sociales qui sont apparues au XIXe siècle. Commençons par la noblesse. Elle a toujours une certaine place dominante, notamment avec les revenus de ses propriétés terriennes. Elle reste très présente dans les milieux politiques et dans la haute administration, en particulier dans l'armée. Mais elle sait aussi, notamment lorsqu'elle manque d'argent, elle sait aussi s'allier à la haute bourgeoisie grâce à des mariages ou des investissements dans des entreprises. La haute bourgeoisie maintenant, c'est la catégorie sociale qui a véritablement conquis la fin du XIXe siècle. Vous avez l'exemple des Schneider, dont nous avons déjà parlé, qui, elle, s'engage dans ce qu'on appelle le capitalisme. C'est quelque chose de nouveau. Le capital, c'est ce qu'on possède, c'est la propriété privée de production. Donc le capitalisme, c'est un système économique qui repose sur la propriété privée des moyens de production et d'échange. Donc cette haute bourgeoisie s'engage dans le capitalisme, à l'instar de l'industrie, des transports, des banques, du commerce. Cette haute bourgeoisie bâtit de nouvelles fortunes et reproduit, c'est ça qui est drôle, elle reproduit le modèle social de l'aristocratie. Pourtant, elle n'en a pas le titre, ni la particule. Vous savez, les titres, c'est baron, comte, duc. Et la particule, c'est le petit DE ou D apostrophe qui rend un nom justement aristocrate. Je disais, la haute bourgeoisie bâtit des nouvelles fortunes en reproduisant le modèle social de l'aristocratie, en ayant des hôtels particuliers en ville, mais aussi des châteaux à la campagne. Ils emploient des domestiques. Bref, c'est une vie à l'aristocrate, alors qu'ils n'en ont ni le titre ni la particule. Voilà pour la haute bourgeoisie. Les classes moyennes maintenant. Les classes moyennes, c'est les catégories sociales qui disposent d'un revenu correct. Elles ne sont pas pauvres, elles ne sont pas riches. Ce sont les classes moyennes. Et ces classes moyennes voient aussi le jour à la fin du XIXe siècle. Parce que la petite et la moyenne bourgeoisie représentent le groupe social qui est le plus en expansion. La haute bourgeoisie, quand même, c'est ceux qui ont le plus les moyens, ce sont les plus aisés. Donc, la classe moyenne regroupe beaucoup plus de Français, de la petite et de la moyenne bourgeoisie. La classe moyenne et les classes moyennes sont très diverses. En effet, il y a des citadins, mais il y a des ruraux. Il y a des fonctionnaires, il y a des petits patrons. Cette classe moyenne accède à un niveau de vie confortable, quelle que soit sa nature, sa diversité. Cette classe moyenne soutient également ce qu'on appelle le libéralisme économique, c'est-à-dire le fait qu'on doit être libre économiquement. Donc c'est une idéologie selon laquelle l'État doit jouer un rôle très limité dans l'économie, afin donc de rester plus libre. C'est le libéralisme économique. Donc cette classe moyenne accède à un niveau de vie confortable, parce qu'elle a un revenu correct. Elle soutient le libéralisme économique, et elle croit aux vertus du mérite, de l'instruction. Bref, elle croit en l'éducation, et notamment en l'éducation laïque, gratuite et obligatoire. Cela vous fait penser évidemment aux lois Ferry, votées à partir de 1881. Un peu d'archives maintenant, un petit peu d'illustration. Aujourd'hui à Paris ou dans n'importe quelle grande ville, on estime que les personnes les plus aisées habitent dans le cœur de ville, dans le centre-ville, et puis plus on s'éloigne du centre-ville, plus les classes sociales s'affaiblissent. On est d'accord. En général, il y a une inégalité sociale qui est, on va dire, horizontale. Pourquoi? Parce qu'elle part du centre-ville jusqu'à l'extrême banlieue, où en général ce sont des personnes un peu moins aisées. Vous voyez? Bon, eh bien, au XIXe siècle, l'inégalité sociale, elle est visible non pas à l'horizontale, c'est-à-dire centre-ville, banlieue et espace rural, mais elle est visible à la verticale. Pourquoi? Parce que toutes les classes sociales se regroupent et cohabitent sous le même toit. Vous vous souvenez, sous le Second Empire, le baron Haussmann, un très proche de l'empereur, redessine la carte de Paris, avec notamment des grandes avenues, de grands boulevards, mais aussi de grands immeubles. Ce sont les fameux immeubles haussmanniens. En voilà un exemple. Donc je vous disais, l'inégalité sociale est à la verticale. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, donc, toutes les classes sociales cohabitent sous le même toit. Donc dans un immeuble haussmannien, il y a toutes les classes sociales. Si je vous dis qu'elle est à l'horizontale, ça veut dire que, eh bien, plus on montait dans les étages, et plus
plus les habitants de cet immeuble étaient pauvres. Au rez-de-chaussée se trouvent aujourd'hui souvent les loges de gardiens. À cette époque-là, ce sont principalement, comme vous le voyez sur la gravure, des cuisines et des buanderies. Au premier étage se trouve le plus grand appartement, le plus grand logement qui correspond aux personnes les plus aisées. Et vous voyez que c'est souvent le premier étage et seulement le premier étage qui possède un balcon. Le plafond est très haut, il y a des moulures, des cheminées souvent en marbre, du beau parquet. Bref, vous voyez, le premier étage, c'est les personnes les plus riches. Et ainsi de suite jusqu'au dernier étage. Le deuxième étage, vous voyez sur la gravure, est aussi un logement grand, mais le plafond est un petit peu plus bas. Il y a un petit peu moins de pièces. Et puis l'étage suivant, jusqu'au ce qu'on appelle les chambres de bonne, au dernier étage, ce sont les personnes les plus pauvres. Et si vous vous baladez à Paris, les derniers étages sont aujourd'hui des logements qui sont très prisés. Soit ils n'ont pas été aménagés, donc ce sont ce qu'on appelle des chambres de bonne, encore une fois, qui sont louées à des étudiants. Soit il y a ce qu'on appelle des ateliers d'artistes, comme le dernier étage à gauche. Vous voyez un peintre. Pourquoi ce sont les peintres qui s'installent au dernier étage? Parce que ce sont des personnes pauvres. Donc, tout en haut de l'immeuble haussmannien, tout en haut de l'inégalité verticale. Donc, non seulement ils sont pauvres, mais en plus, pour leur création, pour leur peinture en général, ils ont besoin de lumière. Et les derniers étages des appartements haussmanniens sont en général vitrés, ce qui permet une grande entrée de la lumière, donc beaucoup plus pratique pour les peintres. Et aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, les derniers étages des immeubles haussmanniens, les anciens ateliers d'artistes, sont les logements les plus chers, les plus prisés par les Parisiens. Une dernière chose concernant l'immeuble parisien, qui est toujours valable aujourd'hui, eh bien, il y a toujours un escalier principal qui mène justement à ces différents appartements aux différents étages, mais qui en général ne va pas jusqu'au dernier, jusqu'aux chambres de bonne. Et il y a en plus un petit escalier, bien plus étroit, en général en pierre alors que l'escalier principal est en bois, etc., qui lui est sur un côté, en général à côté des poubelles, vous imaginez bien, et qui était réservé donc aux domestiques qui habitaient aux bonnes, qui habitaient donc aux derniers étages et qui venaient travailler dans les étages inférieurs. Grand C, maintenant, une société profondément inégalitaire. Là, je vous donne directement le cours. L'égalité se trouve d'abord entre la ville et la campagne. La campagne devient de plus en plus le lieu du conservatisme, c'est-à-dire là où on conserve, là où on ne progresse pas, quand la ville, elle, devient de plus en plus l'endroit du progressisme, là où on progresse. La société inégalitaire l'est également entre les hommes et les femmes. L'émancipation des femmes est encore limitée. Les femmes travaillent, mais elles sont moins bien payées, on l'a vu dans les usines. L'éducation est ouverte de plus en plus aux filles, mais pas au-delà de l'enseignement primaire. Il y a quelques organisations féministes et l'action des suffragettes. Les suffragettes, je vous rappelle, ce sont les femmes qui veulent que le suffrage soit donné aux femmes. Les femmes restent globalement les grandes oubliées du combat républicain. Les inégalités, troisième point, sont également de l'ordre social, évidemment. Le fait qu'il y ait de plus en plus de travail ne résout pas le problème que ce travail est souvent répétitif et très mal payé, et que les conditions de vie restent dures. Donc les ouvriers sont de plus en plus nombreux. En 1914, ils sont 6,5 millions. Donc des organisations ouvrières pour la protection du travail ouvrier sont de plus en plus créées. Et la grève reste la forme privilégiée d'action, comme a Fourny dans le Noir le 1er mai 1891. Je vous laisserai noter la fin du cours ainsi que la conclusion. Bon courage, travaillez bien.